Salut tout le monde, je vais parler aujourd'hui du manga Sakamoto Days, qui est un manga de Yuto Suzuki, publié par la Shueisha dans le Weekly Shonen Jump. Depuis 2020, il compte actuellement 21 tomes, et du coup là aujourd'hui c'est au tome 19 ou 20, donc à la fin de l'arc du musée. Et voilà, j'avais envie de faire un petit compte rendu sur ce manga, sans vraiment parler de découpage, mais juste de construction de récit, d'univers, de propositions. Mais donc je vais un peu spoiler le récit, mais pas de manière très forte, je vais rester assez vague. Il n'y a pas besoin de décrire avec précision les événements, point par point, etc. pour que je puisse donner mon avis correctement dessus. Mais donc Sakamoto Days, ça parle de Taro Sakamoto, qui est donc un ancien assassin, qui suite à sa rencontre avec une femme qui s'appelle Aoi, a décidé de quitter le monde des assassins et de fonder une famille avec elle, suite à ce coup de foudre. Et notamment à travers elle, il va découvrir la valeur de la vie, etc. Au début, le récit est un mélange d'action et de comédie, où il va y avoir Sakamoto qui travaille dans le magasin qu'il a ouvert avec sa femme, de la supérette, qui va être confronté à son passé d'assassin avec des gens qui veulent venir le tuer, le challenger, etc. Et lui qui va devoir régler la situation sans les tuer parce que c'est vraiment ce qu'il a fait à sa femme, et donc en préservant sa famille, notamment sa fille, de ces dangers qui arrivent. Mais comme il est surpuissant, même si ça fait genre 7 ans qu'il a pris sa retraite d'assassin, et que maintenant il a un corps de papa, il a grossi, etc. Il est toujours capable de très bien se défendre, et notamment sa spécialité c'est d'utiliser les objets du quotidien qui l'entourent pour improviser des attaques originales, surprenantes, créatives, et ce qui va donc permettre à la fois de faire des jeux de surprise pour le lecteur et pour les adversaires et tout ça, donc c'est assez rigolo comme caractéristique de personnage. Et donc chaque assassin va avoir un peu sa spécialité. Il va y avoir un sniper professionnel, il va y avoir un télépathe, etc. Ils vont chacun avoir leur gimmick, et ce gimmick de improviser avec les objets qui l'entourent est vraiment cool pour caractériser le personnage principal du récit. Aussi bien dans sa figure d'assassin légendaire du passé, que dans sa figure actuelle de gros bonhomme débonnaire qui a l'air inoffensif au même titre qu'un bic a l'air inoffensif, et qui donc dans les faits ne l'est pas. Donc tout ça rentre très bien dans cette idée de personnage qui se réinvente, et de sa capacité d'adaptation qui en fin de compte lui a permis de s'extraire de son ancien mode de vie, qui veut devenir quelque chose d'autre qu'un assassin, pour embrasser une vie beaucoup plus banale entre guillemets, et dans laquelle il est beaucoup plus heureux. Et que déjà donc de base les choses du quotidien qui l'entouraient étaient sa force, et que là ça l'est devenu littéralement encore plus via sa famille et sa supérette, jusqu'à ce que ce nouveau mode de vie fait que son corps lui-même devient quelque chose de beaucoup plus banal et inoffensif en apparence. Alors qu'en théorie justement tout ça fait qu'il est plus dangereux que jamais quoi, d'autant plus qu'il a quelque chose à protéger, etc. maintenant. Et qu'en plus ce coup de foot qui fait qu'il a changé radicalement de vie se passe à un moment de banal du quotidien où il fait ses courses, et dans cette banalité en apparence va justement émerger de manière hyper surprenante un coup de foudre inattendu, et donc voilà, il y a une espèce de cohérence globale vraiment très bien faite sur ce perso, et qui pose plein de bases vraiment chouettes, très jolies et intéressantes. Et du coup, comme je disais, au début le récit se concentre sur des petites scènes du quotidien, sur la vie de quartier de Sakamoto, comment il s'est construit sa vie de famille, la relation qu'il a avec sa fille. Et donc voilà, ça c'est le début du récit qui est vraiment cool, qui donne pas l'impression qu'on va partir sur des grands enjeux ou quoi, qu'on va rester à une échelle assez petite, quelque chose qui est plus proche en fait compte du gag manga, avec une composante action qui s'incruste dedans et qui fait son originalité quoi. Mais ensuite le récit, à partir je dirais de l'arc de Shin, qui est donc le télépathe, où on va apprendre plus sur son passé, on va commencer à introduire des vrais grands méchants, etc. Mais donc à partir de ce moment là, le récit va davantage emprunté au code plus classique du neketsu, d'aventure, action, shonenisant, etc. qu'il y a dans ce magazine, dans une idée de complexifier son récit, approfondir ses thématiques, etc. Et pour moi c'est à partir de ce moment là que le bas blesse, parce que de base déjà en fait on est sur un postulat stupide et rigolo d'un monde où c'est rempli d'assassins, même les assassins sont officialisés dans la société, il y a une école d'assassins dont tout le monde connaît l'existence, etc. Mais que donc en cherchant à approfondir le récit, à expliquer en fait quels sont le rôle des assassins dans cette société, en rendant les scènes de plus en plus violentes, en donnant des passés tragiques à ces personnages d'assassins, parce que pour devenir assassin, si tu veux commencer à justifier pourquoi le personnage en est un, bah tu vas devoir justifier qu'il a un passé sombre qui fait qu'il est déréglé, qu'il a un vide en lui, qui fait qu'il n'a pas de scrupules à tuer des gens en masse, et que donc ce qui fait que Sakamoto lui-même rentre donc dans ce truc-là par ricochet. Si tu commences à justifier pourquoi les gens tuent dans ce monde-là de manière on va dire réaliste, c'est-à-dire avec des bilans psychologiques de tes personnages traumatisés, bah en fait ça te confronte à une réalité dure que ce récit n'avait pas au départ, et dont il se passait très très bien en fait.
et que ça te fait dire du coup ah mais Sakamoto du coup c'est une horrible personne parce qu'il a tué des centaines de gens et donc sa fille si elle le découvre elle va détester son papa, c'est pas possible autrement, etc. Alors que de base, on était sur un truc complètement goofy, stupide, rigolo, drôle, où il n'y avait pas de gravité à tuer des gens ou quoi. Il y avait un côté, comme on peut voir dans les jeux vidéo, dans John Wick ou quoi, où ces considérations-là ne sont pas prises. Où il y avait certes une remise en question de Sakamoto via sa rencontre avec sa femme, qui lui a fait prendre conscience de la valeur de la vie, etc. Mais la violence de manière générale dans ce manga et le fait que Sakamoto a un passé de tueur n'avait aucune dimension dramatique dedans et on restait dans du non-dit, du non-auto-réflexif, etc. sur la violence qui était là surtout pour servir à faire des scènes cool, des scènes drôles et du spectacle de manière plus générale quoi. Et donc de quelque chose qui reste très en surface et qui fonctionne parce qu'il reste en surface. Mais du coup maintenant comme tu essaies de justifier un monde et des personnages qui sont horribles si on les rationalise, tu confrontes ton lecteur à une vision qu'il n'avait pas à la base sur ton manga, un nouveau regard qui fait que tout le château de cartes s'écroule quoi. Un peu comme Pokémon en fait. Si tu commences à dire ah mais Pokémon en fait, oh mon dieu il capture ces pauvres petits animaux, mais voilà il les enferme dans des balles, il les prive de leur environnement, il les kidnappe probablement de leur famille que Pikachu avait à la forêt de Jade ou je sais pas quoi, et après il les fait combattre entre eux. Si tu enlèves le premier degré de Pokémon et que tu commences à l'évaluer sur base de notre monde réel, en comparaison de notre monde réel, c'est-à-dire si on fait ça à des animaux dans le monde réel, c'est absolument abject, et tout l'univers de Pokémon s'écroule. Et que du coup justement il faut pas faire ça, il faut juste accepter le parti pris de base où tout le monde est heureux dans le monde de Pokémon, et que du coup dans Sakamoto, ce truc des assassins est un prétexte pour faire des scènes drôles d'un gros papa dans son quotidien avec sa famille, mais qu'à partir du moment où tu essayes de le justifier en tant que modèle de société, et politique, etc., justement, on te confronte ce monde-là à notre monde réel, on commence à se dire, ah mais, en fait, ils expliquent que la société qui monopolise les assassins, la FJA, elle existe parce que sinon, ce serait le bordel absolu, parce que tout le monde se tuerait les uns les autres sans à le justifier et tout ça, alors que la FJA, elle n'autorise des assassinats que sur certaines personnes précises, etc. Elle met des règles comme quoi il faut pas tuer les civils, en plus de ta cible de l'assassinat, genre tu peux pas lancer une grenade au milieu de la foule parce qu'il y a ta cible qui se trouve dedans. Et donc il explique que sans la FJA ce serait la jungle absolue dans ce monde, et que donc pour que le monde fonctionne bien, il faut une société privée qui régule les assassinats quoi. Et tu dis oh mon dieu mais c'est absolument cynique, sinistre, et donc tout cet effort d'essayer de justifier, de faire du world building, quoi, de construire son monde de manière un peu plus sérieuse, etc. En fait ça rend Sakamoto beaucoup moins appréciable, et cet univers n'est plus du tout aussi fun qu'il aurait dû l'être, et donc tout ça va dans une idée de durcissement de ton du récit global, et même dans le dessin, où plus ça avance, plus l'auteur va emprunter les traits de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man. Et je sais pas si c'est aussi un effet de mode un peu plus général, tellement ce mec Fujimoto il a impacté les mangaka de son époque, etc. Mais voilà, il y a vraiment une manière de dessiner les plis des vêtements, la corporalité des personnages qui tend vers plus de réalisme et tout ça. Il y a quelque chose de Chainsaw Manisant dedans du coup qui vient s'incruster dans le récit. Et donc une aura de Chainsaw Man qui vient se mettre dans un récit qui était du gag manga quasiment quoi. Et donc aussi tout l'aspect nihiliste, etc. qu'il peut y avoir dans Chainsaw Man, notamment dans l'idée de meurtre de masse, d'absurdité du monde et tout ça. On quitte très très fortement l'aspect de légèreté qu'avait Sakamoto à la base, et notamment dans le traitement des civils, que d'un côté le récit nous dit ah il faut protéger les civils, il faut les préserver parce que ils méritent d'avoir une vie normale, tandis que nous on porte sur nos épaules la noirceur du monde, en gros, nous les assassins, mais que de l'autre côté, les civils sont présentés comme des fourmis débiles, qui ne comprennent rien à ce qui les entoure, et qui sont mis en scène de manière absurde quand ils sont tués, etc. Donc dans quelque chose de très Chainsaw Man. Mais si Chainsaw Man n'est pas que ça, mais voilà. Il reste cette vision, encore une fois assez cynique, de la masse, qui se voit notamment par ce dessin qu'il aurait donné de PNJ, au regard vide, sans personnalité, où ils se ressemblent tous, qui porte en lui une vision du monde qui n'est pas neutre. Et on est loin du début du manga, qui justement voulait valoriser les gens du quotidien dans lequel Sakamoto finissait par s'inscrire, alors qu'il était trop classe, trop légendaire autrefois, mais c'est pas grave, c'est là où il se sent bien, c'est là où il est heureux,
dans ces petites vies de quartier, dans ces petites gens qui ne vivent pas des grandes aventures shonen et qui étaient individualisés au début du récit, envers lequel on cherche à nous faire de l'empathie, et notamment par exemple via ce personnage de flic de quartier qui est très caractéristique en fin de compte de ce qui se passe dans ce manga, où elle était introduite comme un personnage qui allait devenir récurrent, qui allait un peu enquêter sur Sakamoto, etc. Bref, qui allait faire partie de cette petite vie du quotidien, et qui en fin de compte, elle disparaît du jour au lendemain sans aucune raison ni quoi que ce soit, elle est balayée du récit parce que le récit va imposer des enjeux qui vont dépasser complètement ce genre de considération. Et donc voilà, cette disparition de personnages du quotidien caractérisés, développés, pour en fin de compte être remplacés par une foule de civils qui sont de la chair à saucisse stupide et décérébrée quoi. Et même juste vite fait comme ça, même la femme et la fille de Sakamoto vont à peu près disparaître du récit et des enjeux, même si l'enjeu repose sur le fait de préserver ces deux personnages et que Sakamoto puisse revenir à elle pour vivre une vie de paix, etc. N'empêche que le développement de relations de cette famille en soi, elle a disparu au profit de dramas, d'actions sérieuses, de violences extrêmes, etc. quoi. Et en soi, que les civils se rendent absolument pas compte de ce qui les entoure, c'est rigolo en soi, notamment parce que c'est un des propos pour les assassins de faire leur boulot discrètement, et que voilà, c'est générateur de gags, etc. Donc en soi, c'est marrant, sauf que ça a été perverti par l'introduction de cynisme au sein du récit, qui fait qu'on ne peut plus prendre ça totalement avec de la légèreté quoi. Alors que si ça avait été fait uniquement dans un contexte de gag manga, bah ce serait passé crème dans cette idée d'humour absurde. Mais là, au milieu de la surviolence, du passé tragique, hyper appuyé, exagéré, des blagues cyniques bizarres qui sortent de nulle part, comme quand la journaliste dit qu'elle veut faire assassiner son mari, avec toujours ce regard vide, etc. Encore une fois, quelque chose de très chainsaw-manisant, alors que moi j'étais là pour lire un récit d'un gros papa qui se bat contre les petites vieilles pour aller choper le meilleur cartable pour la retraite de cette petite fille, quoi. Et du coup, tout ce truc de la foule qui se rend compte de rien et qui aurait dû être un truc hyper léger, il ne peut plus l'être, quoi. Il a été transformé en autre chose. Et en l'occurrence, une vision très triste et pessimiste de la vie. Ce qui ne me dérange pas en soi, comme proposition de récit, mais vu que c'était pas la promesse initiale, bah, encore une fois, il y a cette idée de perversion d'un truc qui était pur, et c'est là que ça m'embête quoi. Et donc voilà, on sait que c'est un des fonctionnements du Weekly Shonen Jump de orienter ses mangas dans une direction ou une autre selon ce que le public veut, et c'est pour ça que Dragon Ball c'est hyper orienté sur le combat plutôt que vers de l'aventure humour, ce qui a aussi fait son succès en fin de compte planétaire, mais voilà, on a transformé Dragon Ball en autre chose que ce que l'auteur aurait voulu que ce soit à la base. Et ici, un indicateur fort quand même que c'est un truc comme ça qui s'est passé, c'est déjà ce changement radical qui intervient très vite, avec les personnages balayés, le ton changé, etc. Comme j'ai dit, mais aussi quand on regarde en fait les votes du public pour le personnage le plus populaire de la série, comme ça se fait régulièrement dans ce magazine, et ben on voit que Sakamoto n'est jamais premier quoi, il est genre 5ème dans les votes et tout, et que c'est Shin qui est premier, ce qui en dit long en fait sur la proposition que l'auteur voulait faire à la base, et ce que va en fin de compte devenir le récit et le personnage de Sakamoto au sein de sa propre histoire. Et du coup Sakamoto ne va plus du tout être assumé à plein de niveaux différents, en tant que personnage principal, et aussi dans ce qu'il racontait du fait d'être un assassin qui avait un daddy body quoi après, qui est devenu un gros nounours. Parce que le chara-design de Sakamoto à la base, il est très classe, il est très bien fait, c'est un personnage qui a beaucoup de sensualité et tout ça, il est vraiment tip top quoi. Mais sa version gros est aussi vachement cool et tout, et justement ce contraste c'était trop cool d'avoir un personnage aussi bien trouvé de base, et en faire une figure anti-héros plus dorée, harmonisante et tout ça. Et cette transgression était cool. Mais en fin de compte, cet aspect gros, dès le premier tome, il n'est pas complètement assumé en fin de compte, parce qu'on voit que Sakamoto va pouvoir redevenir maigre une fois qu'il dépense beaucoup de calories. Il redevient maigre et magnifique et tout ça, pour après regrossir quasiment instantanément dès le jour suivant et tout ça. Donc il y a quelque chose d'assez cartoonesque là-dedans, donc à la limite pourquoi pas. Mais donc il y avait un peu cette tension entre quelle est la figure entre les deux, est-ce que l'auteur va valoriser dans le récit. Et vers le tome 5, un truc comme ça, il y a une doctoresse qui dit que Sakamoto doit adapter son style de combat avec le nouveau corps qu'il a, son corps de papa. Il y a ce discours de dire il faut arrêter qu'il dépense toutes ses calories pour maigrir et retrouver sa capacité une fois qu'il a maigri. Non, il faut qu'il puisse combattre pleinement avec des nouvelles capacités, une nouvelle manière de penser, qu'il va pouvoir exploiter grâce au nouveau corps qu'il a quoi. Et donc là ça donnait un bon espoir en disant ah cool, le récit il va finalement trancher en faveur de gros Sakamoto, et donc continuer d'explorer ce qu'il peut avoir d'atypique à proposer dans le genre du shonen neketsu, en y insufflant un aspect de comédie, un aspect de personnage décalé pour tenir tête à des combats grandioses, spectaculaires et intéressants et drôles à la fois,
grâce à tout ce truc que canalisait Sakamoto gros. Et en fin de compte, pas du tout. Le récit va de plus en plus mettre de côté le personnage de Sakamoto gros, et c'est une tragédie quoi. En plus, on va même lui enlever ses lunettes quand il maigrit et tout ça, donc il y a vraiment une idée de on va renier complètement ce truc de base que proposait le manga, et tous les combats importants et tout ça, il devient maigre au bout d'un moment dans le combat, et donc c'est sa figure de grand maigre beau, athlétique, qui va à chaque fois être valorisée par le moment du pic de summum du combat de conclusion, et que donc tous ces trucs atypiques que semblait vouloir proposer le récit à la base va se diluer dans le fait de se faire bouffer par des codes de shonen neketsu classique, et donc en fin de compte se diluer et se banaliser de fou à cause de ça quoi. Et c'est vraiment dommage je trouve. Et donc aussi ils vont redoubler d'ingéniosité pour éviter un maximum de mettre Sakamoto gros en scène, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Bon j'exagère un peu parce que dans le musée il a quand même une part un peu importante etc. Mais voilà par exemple pendant tout le moment de l'université c'est Shin qui va être beaucoup mis en avant, on a vraiment l'impression que c'est le héros de la série. Et en plus quand Sakamoto est là, il est sous forme d'un déguisement qui le change complètement et qui fait que il est plus présent visuellement quoi. Et même chose, on va avoir un long moment de flashback qui dure plusieurs tomes, et du coup c'est l'occasion pour mettre uniquement en scène Sakamoto ancien. Et donc encore une fois un moyen de se passer de son nouveau graphisme qui a l'air d'être devenu embarrassant et un boulet à devoir se traîner. Et aussi Sakamoto il devient beaucoup plus bavard qu'avant, alors qu'au début il est caractérisé pour presque pas parler, et donc ça met en scène plein de trucs rigolos parce qu'il est en relation avec un télépathe, donc ça donnait des mises en scène et des gags vraiment originaux. Là où Mato il devient de plus en plus bavard, et en plus pour lui mettre de la bouche des répliques parfois vraiment ridicules, qui se veulent cool, impactantes, punchline, etc. Et notamment dans le combat contre Kadagori où c'est vraiment la fête à la réplique la plus nulle. Et donc voilà plein de manières de mettre en retrait ce personnage qui était intéressant. Tout ça au service d'une transformation en un type de récit beaucoup plus classique, beaucoup plus dans les clous de ce qu'on a l'habitude de voir dans le magazine. Qui en plus la tristesse là-dedans c'est que je trouve que c'est pas très bien fait quoi. L'histoire est pas très intéressante, la plupart des méchants ils ont aucun charisme, aucune aura. Heureusement qu'il y a les personnages comme ceux de l'ordre etc qui rattrapent le truc, mais voilà le fait que les méchants soient en carton c'est quand même problématique je trouve dans l'implication que nous met dans le récit. Et même donc l'humour qui était une des forces du récit à la base va se normifier aussi parce qu'il va servir à rythmer le récit comme l'humour rythme le récit dans n'importe quel autre manga du genre. C'est-à-dire il va arriver à des moments précis d'une certaine manière etc. alors qu'avant il faisait partie intégrante de ce qu'était le manga. Et c'est dommage parce qu'on entrevoit parfois ce qu'aurait pu continuer à être le manga dans son originalité, c'est-à-dire nous montrer des batailles mais en partie dévoyées, en partie parodiées, humoristiques etc. tout en mettant des vrais enjeux épiques, de personnages qui ont des pouvoirs surnaturels et tout. Et on voit ça dans le combat de Eisuke contre le sniper qui est vraiment génial. Déjà j'aime beaucoup Eisuke, son visuel il est génial. C'est cette philosophie de chara-design très inscrit je trouve dans Capcom Street Fighter, c'est-à-dire tu prends l'essence d'un personnage, de ce qu'il est, et tu vas le retranscrire de manière très brute dans ton design de perso, de manière très frontale, dans une recherche de pureté, de simplicité, qui va à l'essentiel et de justesse aussi du coup. Où Eisuke, il a un design très simple, très efficace, et avec, comme c'est un sniper, il a une cible tatouée sur la joue quoi, donc il y a quelque chose vraiment de brut là-dedans qui fonctionne très bien. Et donc dans son combat contre le sniper, on retrouve parfaitement ce mélange d'épique et d'idées drôles comme thématique du combat, c'était vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé. Et c'est dommage que ce soit pas tout le temps ça quoi, parce que donc voilà, comme je dis, le récit a quitté la proposition de base qu'il nous faisait pour se normifier, et en plus il le fait moins bien que les autres je trouve, donc voilà, il a tout perdu au change quoi. Et que ça va jusqu'au reniement presque de son personnage principal en faveur de son ancien lui, en faveur de Shin qui est plus jeune et tout aussi. Et on peut voir ça comme une tragédie globale à la fois au sein de l'histoire et de manière méta, avec ce type de récit classique, de personnages légendaires retraités mais qui doivent retourner au fourneau, etc. pour après mieux retrouver sa vie à laquelle il aspirait. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que la doctoresse nous avait fait entrevoir une possibilité d'un type de récit différent de celui qu'on lit actuellement, où Sakamoto aurait pu tirer parti de la nouvelle forme qu'il avait pour devenir même plus puissant que jamais, en se réinventant de la même manière qu'il réinvente les objets du quotidien autour de lui pour en tirer une meilleure partie, et qu'il aurait aussi tenu un discours de lui en tant que dans son corps de papa, il est meilleur que jamais, même en tant que guerrier, qui aurait donné un contexte original pour ce manga, propice en plus à plein d'idées cool. Et on peut peut-être voir ça de manière plus large un peu comme un mal de notre époque, en termes de récit, de vouloir tout expliquer, tout justifier. Un exemple les plus pathétiques de ça, c'est par exemple dans le film Han Solo, bon déjà oui, la référence, mais dans le film Han Solo, on explique pourquoi Solo s'appelle Solo. C'est parce que voilà, quand il était dans une file d'attente ou je sais pas quoi, où il devait décliner une identité, lui il avait pas de nom de famille, il s'appelait juste Han, et donc le mec le fonctionnaire
du truc de bureau, dire ah tu es tout seul, alors tu vas t'appeler Solo, Han Solo. Bah voilà, bah tu n'avais pas envie de le savoir, tu ne savais pas que tu n'avais pas envie de le savoir, mais voilà maintenant tu le sais, que tu n'avais pas envie. Et dans Sakamoto, on voit vraiment beaucoup comment cette recherche de tout justifier vient abîmer un récit, avec des moments que l'auteur avait parfaitement réussi à raconter de manière organique, mais que d'autres personnages vont venir t'expliquer, te réexpliquer, te réexpliquer plusieurs fois, avec des définitions qui ont l'air toutes droites d'être sorties de Wikipédia, sur la maladie mentale, sur le machin truc, pour venir t'expliquer, oui mais regarde, j'arrive à justifier mon scénario grâce à des trucs de la réalité, donc voilà, ça veut dire que c'est bien du coup. Et c'est vraiment problématique, et la maladie va jusqu'au point de réussir l'exploit à faire quelque chose d'aussi ridicule que le film d'Han Solo, avec ce moment où on justifie pourquoi il est gros quoi. Comme si ce n'était pas quelque chose qui venait de son nouveau mode de vie, mais qu'en fait il avait vraiment justifié, il y a un background derrière ça, il y a un lore, il y a du oh là là, tout était prévu, tout se goupille bien dans le récit, tout est justifié, tout est surexplicité, alors qu'on comprenait parfaitement de base, en tout cas on croyait comprendre de base pourquoi le gars était devenu gros, dû au fait de son nouveau mode de vie tout simplement. Mais non, l'auteur a voulu complexifier ça et enlever toute la force de cette narration organique qui tenait pourtant parfaitement avant cette intervention. Ou aussi par exemple dans les films de super-héros, le fait qu'ils commencent à se moquer d'eux-mêmes parce qu'ils portent des costumes moulants ou tout ça, et donc de tout déchanter à cause d'un effet de vouloir rationaliser les choses, de tout prendre avec du recul, etc. parce qu'on est dans une pop culture qui se ressasse, et que donc au bout d'un moment, bah, on a du recul sur les codes, et donc on est dans une auto-réflexion constante de ce qui se passe, et que Sakamoto Days est un peu victime de ça, j'ai l'impression. Et donc voilà, c'est intéressant de voir ce qu'il en coûte à un récit très premier degré, à devoir passer à un type de narration qui doit se justifier constamment et de ce qu'il est quoi. Mais donc voilà mon retour sur Sakamoto Days, à mon avis je attendrai que le récit soit vraiment fini avant de reprendre ma lecture. Et quand même, j'aimerais dire que, encore une fois, le dessin est magnifique, il y a plein de scènes grandioses, il y a quand même des moments vraiment super, malgré tout ce que j'ai pu en dire, mais quand même, j'ai beaucoup soufflé pendant ma lecture, avec ces dialogues à deux balles, et cette déception par rapport au personnage de Sakamoto. On verra si j'arrive à me motiver à analyser plus en profondeur le découpage du combat de Eisuke contre le sniper, pour mieux un peu comprendre ce qui se passe dedans, etc. et voir si c'est intéressant à proposer une analyse de découpage dessus, parce que, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat, et j'aime beaucoup Eisuke. Et voilà mon retour sur Sakamoto Days, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur mon Patreon. Tous les dimanches, je mets du contenu exclusif dessus, avec des retours sur mes vidéos, des petites BD que je publie dessus, des réflexions théoriques de la BD, des dessins, voilà, toutes sortes de choses, à partir de 1 € par mois seulement, incroyable. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut